Salut les amis. Et bonsoir à tous. Les amis, comme vous le voyez sous vos yeux, Manchester United sort d'une saison assez catastrophique. Ils ont du boulot durant cet été sur le marché des transferts et on va essayer de vous donner quelles seraient nos ventes et nos achats pour ce club, pour le club mancunien. C'est parti. Alors les amis, après une analyse d'effectifs approfondie, il y a beaucoup de choses à faire au sein de l'effectif mancunien. Les besoins ils sont simples, déjà procéder à un très grand nombre de ventes parce que je pense qu'il y a énormément de joueurs qui n'ont pas leur place, spécialement sous le système de Ruben Amorim. Et je vais aller chercher premièrement un gardien titulaire, parce que je pense que Onana c'est pas une garantie, il n'a jamais su vraiment satisfaire les attentes du club. Donc voilà, un gardien titulaire pour les prochaines années. Un gros décès, surtout prometteur je dirais. Ça veut dire pas un décès qui a fait son nom ailleurs comme Maguire ou De Ligt, qui est capable de jouer dans une défense à 3. Pour moi il faut un top 6 aussi, parce que l'effectif est un petit peu vieillissant à ce poste là. Ensuite je dirais globalement refaire l'attaque, parce que je pense que les joueurs actuellement en présence justement ne fit pas trop avec le système d'Amorim de jouer vraiment avec deux attaquants qui peuvent jouer un peu dans les demi-espaces sous le numéro 9. Et justement, mon dernier besoin, ça sera un numéro 9 aussi, je dirais, de premier plan. Donc voilà, beaucoup de chantiers. Je ne sais pas quels seront les tiens. C'est relativement similaire, hein. Également un gardien de but, forcément. Après Onana, toutes les boulettes qu'il a pu commettre. Il a coûté beaucoup de points à Manchester United sur ces dernières saisons. Je prendrai moi 2 défenseurs centraux pour le coup. Je prendrai un piston gauche également, selon moi, mais pas forcément de milieu de terrain. Et ensuite, un attaquant en plus de Matheus Cunha qui est déjà un transfert officialisé. Donc un attaquant également qui peut jouer autant un peu ce profil d'ailier numéro 10, voilà. Et un vrai attaquant de pointe pour le coup. Donc voilà, c'est les besoins que j'ai estimés nécessaires à Manchester United, un peu similaires aux tiens du coup. Forcément les amis, on va essayer de se baser sur des faits réalistes pour composer le mercato de Manchester United. Et puis aussi à préciser qu'on va prendre en compte les valeurs Transfermarkt pour les ventes et les achats de joueurs. Voilà, comme ça nous permettra d'un peu encadrer toute cette masse d'argent qui va un peu disparaître ou apparaître du côté de Manchester United. Du coup, on va commencer par présenter chacun les joueurs que l'on souhaiterait voir partir du club mancunien. Et je vais laisser Quentin commencer par me présenter ses ventes de l'effectif de Manchester United. Ouais, premier gros chantier les amis, parce que Manchester, malheureusement, c'est le club où je pense que quasiment tous les joueurs qui sont passés à l'exception presque de Bruno Fernandes, il n'y en a aucun qui a réellement progressé, je trouve. Et ça fait qu'il va vraiment falloir opérer un été avec des gros départs. Malheureusement, on sait que c'est pas forcément facile, hein. Dans la réalité, souvent ça se fait sous la forme de prêt. On l'a vu avec Anthony, on l'a vu avec Sancho. Et souvent d'ailleurs, c'est des joueurs qui vont se relancer ailleurs. Donc voilà, moi en termes de vente, la première affaire, comme je l'ai dit, c'est André Onana. Qui, je pense, n'a jamais convaincu. On a entendu dire le pire gardien de l'histoire récente de Manchester United. Il n'a pas forcément tort. Lamine Nemanja Matic. Au poste de décès, moi j'évacue aussi 2 vieux de la vieille, Victor Lindelof et Evans. Tous les deux donc pour respectivement 8 millions et 1 million, un petit million. Mais je pense que voilà, il faut faire de la place dans cette défense à 3. On sait que le système défensif d'Amorim il est exigeant, c'est pour ça que moi je vais aller sur une cible plutôt jeune. Pareil au milieu de terrain, j'évacue 2 postes de 6 que sont Casemiro et Ugarte. 10 millions pour Casemiro, 45 millions pour Ugarte. Une sacrée valeur marchande. Casemiro, c'était une référence à son poste pendant des années. Malheureusement, il a assez mal vieilli, il faut le dire. Et Ugarte, lui, je pense que c'était surtout un transfert qui avait été demandé par Erik ten Hag. Et voilà, je pense que Ruben Amorim n'a jamais vraiment su quoi en faire, comment bien l'intégrer dans ce collectif. Donc je le vois partir pour une bonne somme. Les ailiers que sont Sancho et Anthony, j'aimerais idéalement les vendre également. Et en plus, ils ont des bonnes petites valeurs marchandes, 28 millions pour Sancho, 35 pour Anthony. En plus, vu qu'ils ont réalisé des bons prêts à presque très bons prêts pour Anthony, je dirais, du côté de l'Espagne, ça redonne un peu une valeur marchande qui peut être intéressante. Et pour terminer, Garnacho, si je le fais partir, parce qu'on sait qu'il y a des soucis en extra sportif, bien que ce soit un joueur que honnêtement j'estime, je pense qu'il a des qualités et il peut aussi trouver un club qui peut peut-être mettre un bon petit billet sur l'ailier argentin. Et enfin, tu en as parlé comme le flop de Première Ligue dans notre vidéo, c'est Rasmus Højlund. Je préfère garder Joshua Zirkzee parce que ça fait moins longtemps qu'il est là. Et je pense qu'il a peut-être un plus gros potentiel sous Amorim, justement. Il est peut-être aussi un petit peu plus polyvalent, il peut jouer un cran en dessous, de par son gabarit par exemple. Donc voilà, moi c'est toutes ces ventes que j'opérerai là, ça me ferait un total de 232 millions de ventes qui me permettront de financer par la suite un bon bout des achats que j'opère.
Les amis, je vais enchaîner moi-même sur les ventes que j'opérais du côté de Manchester United, bien qu'il y en ait pas mal qui soient similaires à celles de Quentin. Évidemment, Onana, je le vends également 25 millions. Lindelöf, je le vends également, ainsi que Ugarte au milieu de terrain. Ok. Voilà. En revanche, je conserve Casemiro. Je pense que dans un effectif relativement jeune, il peut apporter une touche d'expérience, etc. Je vends Luke Shaw également sur la ligne défensive. Et Johnny Evans, bien que les 1 million ne servent pas à grand chose. Et puis un peu plus haut sur le terrain maintenant, je vais vendre évidemment Garnacho qui a des problèmes extrasportifs comme on dit, c'est un peu embrouillé avec Ruben Amorim. Les deux retours de prêt que sont Sancho et Anthony partent évidemment parce que ça n'a jamais fonctionné à Manchester United. Anthony l'a même dit en interview qu'il ne souhaitait pas revenir, etc. Voilà. Et puis on est gentiment bon. Je vends également Højlund parce que ça n'a pas fonctionné, ce qui me fait un total de 249 millions prêts à être réinvestis dans la reconstruction de cet effectif. Et je vais te laisser me présenter tes premières recrues pour reconstruire l'effectif complet de Manchester United. Ouais, alors on est parti. Au poste de gardien de but, commençons par le commencement. Je voulais un gardien jeune qui ait déjà, on va dire, une certaine attitude de leader. Et moi, il y a un profil que j'aime énormément, il nous vient tout droit de la Ligue 1, et c'est Chevalier de Lille. Intéressant, ouais. Pour 30 millions, qui je pense pourrait être tenté par une expérience du côté du club mancunien. Voilà, c'est quand même un club historique qui se refuse difficilement. Voilà, Lille qui ne jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Ouais. Donc pour moi, il y a une bonne affaire là-dessus. En plus, Onana partirait pour une somme de 25 millions. Chevalier pourrait être recruté pour 30, donc au final, on n'y perd pas grand-chose au change. Derrière, je garderai le gardien marocain, dont le nom m'échappe. Oui, on l'avait sur la liste. Ouais, maintenant, voilà. Bayendir. Alors, j'ai quand même souvenir de lui quand il sort Arsenal en FA Cup. Effectivement. Au tir au but. Voilà, donc de tout ce que j'en ai entendu, c'est quand même, je pense, un bon deuxième gardien. Oui. Donc voilà, pour moi, je fais confiance à ces deux-là dans mes cages. Au niveau de ton gardien, est-ce que tu avais un autre nom ? Au niveau de mon gardien, oui, j'avais un autre nom, effectivement. Mais c'est un peu dans la même lignée de ce que tu voulais. Un gardien déjà installé au plus haut niveau, mais qui est relativement jeune et qui a quand même sa légende à écrire quelque part d'autres, qui joue dans un plus petit club. Je me suis tourné vers Diogo Costa. Ouais, okay. Diogo Costa de Porto. Ouais. Voilà, qui a montré depuis plusieurs années maintenant, tant à l'Euro, surtout avec l'équipe du Portugal, où il a souvent réalisé des séances de penalty, où il s'est mis en avant, autant même en Ligue des Champions avec Porto, qu'il a pu la disputer sur les dernières saisons. Voilà, c'est un gardien qui a montré qu'il avait la capacité d'être dans un grand club, et je pense que en plus il est portugais, la connexion avec Ruben Amorim qui vient du club avec Bruno. Et avec Bruno aussi, qui doit forcément le connaître depuis de la sélection. Et la connexion entre Chevalier et Euro, auquel j'avais pensé également. Oui, ok, je vois. Et puis, voilà, le deuxième gardien, Bayendir, que je conserve également en tant que backup, parce que voilà, un gardien assez jeune, prometteur, qui n'aura pas beaucoup de minutes comme tous les deuxièmes gardiens et qui normalement ferait largement l'affaire. Je vais te laisser enchaîner sur ton gros défenseur que tu m'as annoncé tout à l'heure. Ouais, gros défenseur. C'est pas encore un top DC mondial, on s'entend. Moi, je pars surtout sur un gros prospect, mais qui a déjà fait ses preuves. Ouais. Et dans le championnat, où faire ses preuves en tant que défenseur centraux, c'est la référence. En l'occurrence, ce championnat, c'est un gars qui nous vient tout droit de Serie A. Ok, j'étais sûr. et moi, j'ai pensé à une équipe très performante qui joue avec ce système déjà depuis plusieurs années. Ouais. C'est l'Atalanta de Gasperini. Ok. Et c'est pour ça que je vais chercher le Suédois Isak Hien, que j'ai trouvé excellent en Ligue des Champions avec l'Atalanta. C'est vraiment le patron de la défense à 3 de l'Atalanta qui a extrêmement bien marché sous Gasperini. Il s'en va, donc pourquoi pas franchir ce step et venir remplacer son pote de sélection Victor Lindelöf. Ouais. Donc voilà, moi je trouve que ça ferait une belle défense, assez jeune, avec des profils différents également. Yoro qui est ambidextre, Martinez, un vrai gaucher qui a justement ses grinta, et Isak Hien qui est ce profil très, 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 très grand, solide au duel et rapide en plus. Donc moi je trouve que là on aurait vraiment quelque chose de très moderne et qui répondrait plus, c'est vraiment le but de ce mercato, aux besoins de Ruben Amorim. Surtout sur les bases arrière qu'il faut reconstruire, ça passe par là. Ouais, ok. Et puis en backup, tu as pensé à quelqu'un en backup, forcément. Oui, je garde Harry Maguire. Ouais, ok, forcément Harry Maguire qui... Je pense, voilà, un peu à la manière du Real, où on avait déjà plébiscité une défense à 3. Il nous faut au moins
je pense, 5 DC de qualité. Et Ouais. c'est pour ça que j'ai Yoro, Ayen et Martinez, avec en plus de Ligt et Maguire en backup, Ouais. qui sont 2 gars vraiment d'expérience. Oui. Et Luke Shaw également, un gars d'expérience qui peut redescendre. Je pense que lui aussi, ses qualités défensives Oui. peuvent faire l'affaire dans cette défense. Donc voilà, on a 6 gars qui peuvent prendre ces 3 postes. Donc je pense qu'on est assez complet. Et ouais, voilà, ça offre vraiment une ligne défensive très polyvalente. Ouais, parfait. Eh ben, écoute, je m'attendais pas forcément à ça. Moi, du coup, je suis parti sur 2 autres défenseurs centraux plus expérimentés qui ont plus de gabarit, voilà. Et un de ceux-là est gaucher, parce qu'il faut un gaucher dans cette défense à 3. Lisandro Martinez, je ne l'ai pas conservé comme titulaire, parce Ok. que je l'ai considéré comme trop peu fiable. Il est trop blessé. Trop blessé. Là, on le voit ici, voilà, il est blessé. Je sais pas pour combien de temps exactement il en a. C'était les croisés, non, en plus. Ouais, ligament croisé, c'est donc ça. voilà, il est censé revenir le 1er janvier, donc il loupera en gros toute la première partie de saison. C'est pour ça que je me suis tourné vers une nouvelle connaissance de Ruben Amorim, un défenseur gaucher qu'on entend depuis de longues années du côté du Sporting Portugal, Ignacio. Gonzalo Ignacio, Ouais. que je verrais bien suivre son coach. Maintenant, il a une superbe cote sur la scène européenne depuis bien longtemps maintenant. 55 millions quand même à débourser pour Gonzalo Ignacio. Et du coup, je prendrais quand même Martinez en backup, bien que la C'est première plus saison... que Isaacien, c'était 30 millions aussi. Ouais, J'ai oublié de ouais. préciser, mais 30 millions. Donc voilà, ça donnerait ça. Gonzalo Ignacio que je verrais bien venir combler un peu cette défense de Manchester United, lui qui a un peu toute la solidité rugueuse portugaise, mais également qui a dû être qui doit être un défenseur technique et bon à la relance, étant donné qu'il a déjà joué sous Ruben Amorim dans cette défense à 3. On sait que les centraux de côté, comme ça, dans une défense à 3, doivent être des profils assez techniques. Et je prends un 6e défenseur dans la rotation, à voir son état physique, parce qu'on le connaît bien, nous, on le connaît bien, c'est un joueur qui demande à partir du côté du Bayern, c'est Kim Min-jae, que je verrais bien venir un peu, alors je le vois pas forcément remplaçant de Yoro, hein, on sait que Yoro n'est pas forcément encore déjà un titulaire incontestable du côté de Manchester United. Sans les blessures, je pense qu'il peut passer devant De Ligt. Voilà, c'est ça. Clairement. C'est ça. Il peut devant De Ligt, devant Yoro, il peut jouer aussi dans une défense à gauche, comme il l'a déjà fait au Bayern. Donc voilà, c'est un peu dans la rotation entre De Ligt et Yoro, entre Min-jae. Donc voilà, je verrais Kim Min-jae pour une valeur de 40 millions, lui, venir s'intégrer voilà, dans la défense de Manchester United, et le Bayern qui pourrait du coup réinvestir dans un nouveau défenseur, ce qui est un peu réclamé du côté de la Bavière. Donc voilà ma défense avec les 6 défenseurs centraux qui partiraient pour la saison 2025-2026. Et puis je vais te laisser, avant d'enchaîner sur mon piston gauche, je vais te laisser présenter ton milieu de terrain. Ouais. Poste que tu n'as pas plébiscité d'ailleurs. Non. Ça m'a surpris parce que pour moi, il y a quand même un gros manque au milieu de terrain. On a Bruno Fernandes qui est vraiment le détonateur, toute la créativité de Manu, mais qui pour moi est bien trop souvent esselé dans ce milieu de terrain par un Casemiro vieillissant notamment, par un Ugarte qui a jamais su trouver sa place. Et c'est pour ça que moi je veux un mec, un 6 prouvé sur la scène internationale qui joue en première ligue et qui a une cote, je pense, atteignable pour Manchester United. C'est l'Italien Sandro Tonali. Ok. Il a une valeur marchande de 65 millions. Et voilà, je pense que Manchester peut s'attacher ses services s'il pose une offre suffisante sur la table. Il serait suppléé par Kobbie Mainoo, la petite pépite au milieu de terrain. J'ai réfléchi d'ailleurs peut-être, je pense qu'il est pas loin du 11 titulaire, Mainoo, mais il faut le laisser encore un petit peu prendre en maturité, je pense. Voilà, il est sous un nouveau coach, il me semble qu'il a quoi, 19, 20 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, lui mettre un taulier voilà, comme Tonali qui a retrouvé, je trouve, son tout meilleur niveau, malgré le fait qu'il a passé une année sans jouer au foot. Vraiment comme ça, là, cette sentinelle sous Bruno Fernandes, un peu libérée de ses tâches défensives, moi je pense que ça peut faire quelque chose vraiment d'intéressant. Et pour 65 millions, moi je pense que le prix en vaut la chandelle pour le coup. Ok, je comprends. Moi, dans ce cas-là, j'étais plutôt parti sur Casemiro et Mainoo pour ce poste de numéro 6. Je trouve que Casemiro, malgré ce qu'on peut en dire, si on regarde encore son radar FBref, voilà, je pense que c'est vraiment encore ce 6. Voilà, on voit en termes de tacle. En termes de vraiment 6, et même il se projette pas mal, il a une grosse frappe de loin, on le sait. Et puis dans les passes, il est loin d'être dégueulasse non plus. Donc je trouve qu'en tant que 6, il a encore une année peut-être à apporter avec un Bruno Fernandes qui jouerait un peu plus haut.
Voilà. Et après, si effectivement il n'est pas au niveau, moi Kobbie Mainoo, je l'estime beaucoup. Ce jeune joueur, à chaque fois que je l'ai vu jouer, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Dans un profil reculé comme ça, c'est un peu le 6 moderne qui est capable de briser des lignes, balle au pied, etc. Je pense que si on regarde son radar également, on voit que en dribble, ça doit être un 6 très très technique. Donc voilà, et même à l'Euro, à chaque fois qu'il est rentré, à l'Euro qui était déjà, à la Coupe du Monde, pardon, qui était déjà... voilà, donc c'est vraiment un 6 technique et que j'aime bien. Il est un peu moins défensif, ce qui pourrait, pour moi, dans un 3-5-2 comme ça, ou 3-4-3, être un peu préjudiciable quand même, je trouve, que quand on joue qu'avec 2 milieux de terrain, il faut vraiment avoir une sentinelle, mais voilà. D'où la prise de Tonali. Si tu peux d'ailleurs aller ouvrir sa page FBF aussi, je pense que ça permettrait de faire un petit comparatif. Ouais, Tonali, il est... Et en plus d'avoir cette facette défensive, il est complet également, il a tout en fait. Donc ouais, c'est assez impressionnant, même si voilà, il s'est pas trop reflété là-dedans. Il est complet, on le voit qu'il a pas beaucoup de rouge. Et puis il est encore 65e en interception, il est défensif, même s'il y a Bruno Guimaraes qui occupe également ce poste-là à Newcastle, mais voilà. Ce qui m'amène sur mon piston gauche, pour moi Mazraoui est meilleur à droite, on l'a déjà vu au Bayern, on l'a vu à l'Ajax, pour moi il est meilleur à droite et être sur son bon pied comme ça lui permet d'amener une qualité de centre qu'il a. Et il serait suppléé par Diogo Dalot. Effectivement, les deux sont très proches en termes de niveau. Donc voilà, qui est titulaire, qui ne l'est pas. Dalot a un profil un peu plus défensif que Mazraoui. Mais à gauche, du coup, il y a le jeune Dorgu que j'aime beaucoup. J'ai vu quelques matchs de lui et je le trouve très intéressant, très offensif, très dribbleur, vraiment un piston moderne. Mais étant donné la vente de Luke Shaw dans mon mercato idéal, je me devais de prendre un piston gauche de métier déjà installé. Et il y en a un qui demande à partir de l'AC Milan, c'est Théo Hernandez. Effectivement, il a été contacté par Al Hilal et apparemment ça serait assez proche de se faire, mais j'ai l'impression que ça traîne un peu en longueur depuis quelques semaines, parce qu'on en parle depuis un petit moment, un peu à l'image d'un Mbeumo à Manchester United. C'est surtout que, étant donné qu'il est jeune encore, Théo, il me semble qu'il a quoi, 27, 28 à tout casser. Il voulait pas aller à Hilal des premières informations qu'on avait. Donc c'est peut-être qu'il attend encore l'appel d'un top club européen. Peut-être, même si c'est proche de se faire, je pense que Théo à Manchester United, ça pourrait être un moyen de se relancer. En plus, il ne ferait pas un si grand saut en arrière depuis l'AC Milan, qui n'est pas un club sur la scène européenne installé depuis quelques années. Donc voilà, ça me ferait Théo. Et en fait, Théo, en plus, le truc, c'est qu'il a que 1 an de la fin de son contrat à Milan. Ce qui fait qu'il a une valeur marchande qui n'est vraiment plus qu'à 35 millions. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment abordable pour un piston de la qualité de Théo Hernandez. On lui connaît vraiment plein de qualités à ce niveau-là, offensive ainsi que défensive, même si il brille plus par son apport offensif. Et puis du coup, on va gentiment terminer avec notre ligne d'attaque qui est peut-être là où il y a le plus de choses à faire. C'est clair, le moment où vous attendez tous certainement les amis. Alors, on a forcément mis Matheus Cunha parce que la recrue a été officialisée, 74 millions, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je trouve, mais après c'est vrai que ça a été quand même un joueur... c'est un joueur prouvé en première ligue et puis qui a fait vraiment sa meilleure saison avec les Wolves l'année dernière. Ouais. Donc moi je pense qu'il a vraiment sa carte à jouer et qu'il partira titulaire de ce côté-là d'attaque. De l'autre côté, moi je voulais un autre profil. Et il y a une option sur le marché qui est très intéressante. Cette option, elle est évaluée à 60 millions sur Transfermarkt. Mais d'après les informations qu'on a pu avoir, elle pourrait être faisable pour un petit 30 millions. Okay. C'est également un gars qui vient d'Atalanta et qui sait jouer dans ce dispositif. C'est Ademola Lookman. Très très intéressant, effectivement. Ouais, honnêtement, j'ai vu ça. Je pense que ça serait une masterclass de faire ça. Parce qu'en plus, je le vois annoncé nulle part, Lookman. Moi, je serais certain pourtant que le Barça, le Bayern, enfin des clubs qui cherchent actuellement quelqu'un à gauche pourraient se mettre sur ce gars. C'est pas le cas de ces clubs-là. Alors pourquoi pas tenter sa chance du côté de Manchester. Après, sous lui, moi j'avais pensé à une multitude de joueurs. Ça peut être Mason Mount, que j'ai décidé de garder. Ça peut être Christian Eriksen. Et ça peut même être sur le côté plutôt ici, Amad Diallo, qui peut des fois monter avec un Dalot plutôt dans cette position, ce qui offrirait une configuration plus défensive. Moi, j'ai mis Amad du coup en piston droit et Mazraoui piston gauche parce que j'ai envie que ça soit la fête en fait. J'ai envie que ça soit comme le Frimpong Grimaldo, comme le Dumfries Di Marco. Je pense que si ça marche, ça peut donner un truc incroyable, du moins dans des matchs abordables pour Manchester, qui se rendent enfin un peu des matchs faciles contre des petits adversaires comme ils n'ont pas connu l'année passée. On arrive sur le 9. Et je pense que je vais d'abord te laisser aller sur ton ailier. Ça me va. Comme ça, on finit par ça. Alors, j'ai pensé à pas mal de choses. Déjà, Amad, pour moi, je le considère vraiment comme un joueur offensif, ce qui fait que pour moi, je le mets dans la rotation avec Cunha et les autres.
Enfin, avec l'autre poste surtout, parce qu'il peut pas jouer en 9. Donc voilà, Cunha, effectivement, ou Ahmad, ça dépend qui, comment, voilà. On sait que... Moi, Ahmad, j'ai beaucoup aimé cette saison, les fois où il est rentré. J'ai en tête, par exemple, son doublé contre Manchester City, où il pulvérise la défense en 5 minutes. Donc voilà. De l'autre côté, j'avais besoin aussi d'un joueur comme ça au profil demi-espace, pas ailier, pas 10 pur. Et j'ai pensé à qui d'autre qu'un autre Anglais qui a la cote en ce moment, c'est Eze. Ok. J'ai pensé à Eze à prendre comme ça comme ailier gauche. Et effectivement, il serait évidemment comme toi dans la rotation avec Mason Mount, qui, pour le coup, revenait très bien sur cette fin de saison. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu à ce niveau-là. Donc voilà. Entre les 4, j'en vois pas 2 titulaires clairs et 2 remplaçants clairs. Ouais. Ça dépend des matchs, ça dépend de la forme du moment, ça dépend des blessures, etc. Mais de toute façon, donc, voilà, quand tu joues en première ligue, avec toutes les compétitions que tu étais obligé forcément d'avoir un groupe assez épais sur lequel tu peux compter. Ouais. Et étant donné que Bryan Mbeumo, ça a l'air de capoter un peu ces dernières semaines, ça en parlait pas mal, mais là ça traîne en longueur et apparemment les rumeurs baissent un peu. J'ai pas l'impression que ça se fera finalement. Je me suis dit pourquoi pas aller sur un Eze qui a une valeur marchande légèrement inférieure à Bryan Mbeumo, il me semble. Eze, il est disponible pour 55 millions. Donc voilà, c'est relativement bon marché pour un joueur de sa trempe. Après, à voir à quel point il pourra être convaincu de jouer à Manchester United, sachant que Manchester United ne joue pas de Coupe d'Europe cette année. Mais bon, voilà, on peut entendre le prestige d'un club comme Manchester United qui a connu des heures glorieuses. Et on arrive peut-être sur le plus grand débat, le très gros dossier. Le gros dossier de plein de clubs en Europe. Hein. Donc, Manchester United, le club de Wayne Rooney, le club de Van Persie, le club de Zlatan, de CR7, est en galère depuis plusieurs années maintenant. On sait qu'ils ont raté les grosses options Harry Kane, les options Erling Haaland, les options Lewandowski, et j'en passe. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas eu un top 9. Ils ont tenté des coups, du coup. Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, malheureusement, ça n'a jamais vraiment pris. Donc là, c'est l'été ou jamais. Et si je dis ça, c'est parce que pour moi, il y a une opportunité qui se démarque des autres. Malgré le fait que je pense, voilà, il n'y a pas de 9 vraiment de premier plan. Il n'y a pas un top 5 numéro 9 au monde, peut-être, qui est disponible sur le marché actuellement. En revanche, pour moi, l'option qu'il faut aller chercher, c'est le gars qui a tout pété sous Ruben Amorim, c'est Victor Gyökeres. Et d'ailleurs, je pense qu'il est top 5 des 9 en ce moment. Ouais, en vrai, ça se débat, mais moi, si je le mets pas dedans, c'est peut-être juste parce qu'il joue pas dans les 5 grands championnats pour le moment et que c'est difficile encore de juger sa qualité. En revanche, s'il arrive à Manchester, alors là, le seul truc que j'espère pour lui, c'est qu'il sera mis dans un bon contexte pour pouvoir vraiment performer. Mais je pense que sous son ancien coach et dans un effectif bien remodelé comme il faut, ça peut le faire. Autrement, j'ai peur que ça floppe encore une fois. Sous lui, je fais confiance à Zirkzee. Parce que lui, honnêtement, j'ai de l'estime pour ce numéro 9. Højlund aussi, mais lui encore plus. Parce que, en tant que fan du Bayern, moi j'avais bien aimé au Bayern. Et aussi à Bologne, il a cartonné. C'est pour ça que Manu l'a pris pour une assez grosse somme d'ailleurs, il me semble. Mais voilà, Gyökeres, on est aux alentours des... Alors sa valeur marchande est estimée à 75 millions. Ouais, c'est ça. Me semble. En revanche, ça parlait d'un accord et ça pétouille un petit peu en ce moment. Mais normalement, il aurait peut-être dû partir pour 60. Il y a quelques petites embrouilles avec le Sporting. Quoi qu'il en soit, moi je pense qu'il signera à Manchester United dans la vraie vie. Et pour moi, avec un mercato comme ça, on refait l'effectif vraiment de manière moderne. Et surtout, on sait que Ruben Amorim, il a voulu directement implanter son système de 3-4-3 avec des joueurs qui n'étaient pas là pour le faire. Enfin, c'était pas les bons joueurs. Là, je pense qu'on lui donnait bons joueurs et avec ça, il y a moyen de vraiment renverser la crêpe par rapport à la saison dernière. Ouais, complètement. Et puis, je vais pas avoir besoin d'expliquer longtemps, hein, parce que on a le même. J'ai également pris Victor Gyökeres. Voilà, pour 60 millions ou 75, tout dépend les négociations. Et je garde également Joshua Zirkzee en backup. Pour toutes les raisons que tu as évoquées, hein, le fait que ce soit vraiment un 9 tueur dont United a besoin, pour le fait qu'il ait déjà joué sous Ruben Amorim et qu'il ait déjà tout cassé là-bas, pour le fait qu'il ait déjà joué dans ce système et qu'il ait tout cassé dans ce système, donc voilà, toutes les raisons pour ça. Et lui en plus il est dans la force de l'âge, contrairement aux deux autres qui étaient plus des paris quand même. Ouais, exactement. En revanche, si, voilà, parce que tous ces achats coûtent cher, si tout d'un coup le pari et le coût Victor Gyökeres devait capoter, j'ai noté quand même Pavlidis pour 35 millions qui est
la moitié du prix, même plus, même moins que la moitié du prix de Victor Gyökeres. Ça fait trop cher, ok. Et tu en avais parlé dans la vidéo Mercato idéal pour le Real Madrid. Tout à fait. On avait vu des statistiques qui montraient qu'en fait Pavlidis n'avait pas forcément grand chose à envier à Victor Gyökeres. Donc voilà, pourquoi pas se tourner vers un profil de neuf beaucoup moins cher mais tout autant efficace si Gyökeres venait à ne pas se faire finalement et à partir dans un autre gros club qui a besoin d'un numéro 9 également. Donc voilà un peu l'équipe complète ce que ça donnerait. Il est l'heure des comptes. Il est l'heure des comptes, effectivement. Pour les achats, ça me revient à 329 millions. Moins les 232 millions de vente, les amis, ça nous fait une balance déficitaire de 97 millions. Voilà, mon objectif c'était de rester en dessous des 100. Je pense que ça fait quand même cher, mais pour un club de l'envergure de Manchester United qui, on le sait, n'est pas radin sur les mercatos ces dernières années, malgré le fait qu'il se soit beaucoup trompé. Moi, je pense que voilà, c'est maintenant qu'il faut donner les armes à son coach. Et avec ces 97 millions de dépensés au total, il y a de quoi faire des beaucoup. Eh ben, écoute, on est à peu près à la même chose. Mes ventes rapporteraient en gros 249 millions à Manchester United, tandis que les achats coûteraient 364, donc une balance de moins 115. Bien que dans la réalité, je pense pas que les achats soient complètement démesurés en ce qui me concerne et ce qui nous concerne. En revanche, je pense qu'il sera beaucoup plus compliqué de faire partir autant de joueurs sur un mercato. C'est forcément. Mais dans un mercato forcément idéal, c'est le concept de la vidéo. On a choisi de. On est là pour rêver aussi un petit peu. Donc ouais, exactement. On est là pour rêver et honnêtement, je trouve que cette équipe ainsi que celle-ci, c'est pas pour dire, mais franchement, il y a l'air d'avoir de l'équilibre, il y a l'air d'avoir du ballon, il y a l'air d'avoir de l'efficacité devant avec Gyökeres. Donc voilà, pourquoi pas United essayer de retrouver la Ligue des Champions, le top 4, top 5 de Première Ligue. L'Europe, ce serait déjà bien. Ouais, ce serait déjà pas mal, au moins la Ligue Europa. Donc voilà, mais on arrive gentiment à la fin de cette deuxième vidéo Mercato idéal. Un peu plus longue que celle du Real Madrid, peut-être parce qu'il y avait plus de choses à dire également. Claire. C'est pour ça qu'on a enchaîné avec ce club. Donc, il y avait du job. Il y avait du job, et puis également, comme chaque fin de vidéo, la petite tradition. Quentin, c'est à son tour, va vous sortir une petite unpopular en rapport avec Manchester United ou les joueurs dont on a parlé dans cette vidéo. Alors, je t'écoute. Alors, en rapport directement avec le club, je vais aller directement dans le tranchant, les amis. Pour moi, Manchester United est le club qui a connu le plus gros downfall de l'histoire du foot récent. Ok, voilà. Ça peut se tenir. Ouais. Je vois pas de club, même s'il y en a beaucoup quand même. Moi, je pense à l'AC Milan par exemple, mais l'Inter, attends. Je pense que celui-là, c'est vraiment le plus gros parce que United, on est peut-être passé de meilleur club d'Angleterre à finir 15e. 15e de Première Ligue. Oui, donc voilà, on a le classement juste. D'où cette vidéo, les amis. Donc voilà, les amis, ça conclut notre mercato idéal de Manchester United. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres noms de recrues également sur la petite unpopular opinion, n'hésitez pas à aller voter en story Instagram. Ça sera tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode de cette série. On verra bien quel club on trouve à recomposer. En attendant, les amis, profitez bien du soleil. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.